Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais attendre un petit peu pour voir si vous êtes connectés et surtout si vous entendez ma voix, si le son fonctionne bien, si vous voyez bien l'image. J'ai besoin d'avoir toutes ces informations pour continuer et pas avoir le sentiment de parler dans le vide. Ah, j'ai déjà des petits j'aime, des petits pouces. Merci à vous. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Donc, je vous reçois une fois de plus dans mon atelier pour un direct. Le dernier, c'était dimanche. Nous avons commencé un masque africain et donc c'était pas possible de le terminer parce que la terre était trop molle. Et du coup, j'ai attendu quelques jours et voilà la suite aujourd'hui. Bonjour Nathalie, bonjour Joël, je vois les fidèles, c'est génial. Bonjour Lunita, tout est ok. Charline, bonjour. Pierrette, Isabelle, c'est super. Déjà 18 personnes. On va attendre un petit peu voilà, que les gens arrivent, hein, que tout le monde rentre dans mon atelier. Bon, il n'est pas très grand, hein, donc je ne sais pas si 200 personnes vont rentrer, mais bon, on va pousser les murs et il n'y a pas de souci. Et c'est génial de vous avoir avec moi là, à l'atelier parce que je suis comme vous, je me sens un peu seule. Bon, c'est vrai que quand on est artiste, quand on travaille la terre. Bonjour Elisabeth, bonjour Denise, bonjour Cathy, bonjour Nathalie, Lydie, bienvenue. Eh bien, on est habitué à être seul. C'est vrai que c'est un travail plutôt solitaire, d'introspection. Mais là, c'est quand même un petit peu pesant. Hein, c'est quand même un peu pesant. Donc, j'ai la chance de vous avoir. J'ai la chance d'avoir toute ma communauté de mon blog, hein, le blog Main dans la Terre. Alors, si c'est la première fois que vous me rencontrez, que vous venez dans mon atelier en direct, un atelier virtuel, eh bien, je m'appelle donc Cathy Prognot et je propose donc des cours en ligne sur la sculpture de l'argile. Vous avez énormément de tutoriels et de contenu sur ma chaîne YouTube. Et puis, sur mon blog, vous avez beaucoup aussi d'articles et plein de choses qui vous permettent de progresser, de grandir dans cette magnifique pratique qui est la sculpture de l'argile. Pour moi, ça a été une vraie révélation. Bonjour Claire, bonjour Fabienne, bienvenue. Donc je vous disais que ça a été une vraie révélation, ça a été, une histoire d'amour qui a commencé avec la terre et c'est arrivé dans ma vie. J'étais peintre pendant assez longtemps et c'est arrivé dans ma vie à un moment parfait. Je crois que j'avais besoin de m'ancrer, j'avais vraiment besoin de me sentir vivante sur cette terre et de travailler la terre, d'être en lien avec ce médium qui est merveilleux. Vous qui le travaillez, vous savez très bien de quoi je parle. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, expérimentez. Je vous invite vraiment, si vous débutez ou si c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un moment, expérimentez le travail. Ça va, je ne dis pas changer votre vie, mais ça va vous ouvrir une nouvelle vision. Parce que c'est vrai que c'est une réflexion, j'en avais parlé dans des articles, c'est une réflexion que je me fais régulièrement, c'est qu'on a tendance à avoir été éduqué sur un plan, les cahiers, les livres, les écrans, et de travailler la Terre en 3 dimensions, hein, ça nous permet justement de visiter d'autres parties, d'autres dimensions. Ça change notre cerveau, ça change notre façon de voir. Si par exemple vous travaillez les visages, vous allez regarder les gens différemment. Et c'est quelque chose que je vous invite à faire d'ailleurs. Hein. Bonjour, bonjour Sophie, bonjour Claudie, Nicole, bienvenue. Donc je vous invite vraiment à regarder le monde différemment autour de vous. Si vous avez l'intention de sculpter le corps humain, eh bien regardez les humains, regardez leur nez, leur bouche, regardez comment ça bouge, tout ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait habituellement. Merci pour les petits j'aime et les petits cœurs, pour les encouragements. C'est super parce que ce n'est pas évident de parler toute seule là dans son atelier. Mais bon, je sens votre présence et ça c'est top. Bonjour du Portugal, Claudine, c'est super ça. Oui, dites-moi d'où vous venez. Je sais qu'il y a des personnes qui me regardent aussi de très loin, du Québec, du Canada. Ça me fait chaud au cœur de savoir qu'il y a du monde un petit peu de partout. C'est la magie d'Internet. Voilà. Bonjour Muriel de Belgique. Bienvenue à la Belgique. Donc,
Écoutez, on est 57. J'espère qu'il va y avoir un petit peu plus de monde, parce que d'habitude, j'ai un petit peu plus de monde que ça. Bon, je pense qu'il y a des gens qui travaillent la semaine, même si les conditions ne sont pas évidentes. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous aurez un replay de ce cours, déjà sur Facebook, parce que dès que c'est fini, en fait, vous pouvez le regarder en replay sur Facebook. Et puis, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous allez recevoir mon livre. J'offre un livre gratuitement qui s'appelle « Réussir ma première sculpture facilement ». Donc, vous allez découvrir plein de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font partie de mes abonnés ici. Donc, bonjour de Marseille, le Cantal, Niort. Oh, j'adore ça, c'est génial. De Belgique encore, d'Orléans. Super, bienvenue. Donc, vous allez trouver plein de petites informations. Bon, c'est un livre qui permet d'entrer en fait dans le monde de la sculpture de l'argile. Et n'hésitez pas à le télécharger. Et puis, en plus, grâce à mes newsletters, vous recevez beaucoup de contenu. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo, par exemple, ou alors un live, là, comme on est en ce moment. Donc, vous êtes au courant de tout. De tout ce qui se passe sur le blog. Et ça, c'est plutôt cool. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous êtes passionné par la sculpture, vous êtes au bon endroit. J'espère la bonne personne. Merci pour les petits cœurs. Alors, bonjour Nicole, bonjour Fox, de Belgique, je ne connais pas. Ah, Belgique, d'accord, ok. Ville Seine-et-Marne, La Rochelle. Bon, je vois qu'il y a beaucoup Belgique, France. C'est peut-être un petit peu tôt pour le Canada, je ne sais pas. Écoutez, de toute façon, on va attendre que les personnes rentrent tranquillement et puis nous, on va travailler. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà réalisé la première partie. Il y en a même qui l'ont carrément terminée. Vous avez bien fait. Là, en fait, aujourd'hui, comme la terre a durci, rassis, eh bien, parce qu'on va pouvoir travailler plus en finesse. Ça, c'est quelque chose que je voudrais vous partager. Quand la terre est molle, on travaille les formes générales, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, mais le décor, c'est un peu plus compliqué parce que c'est tout mou. Et la terre en plus que j'ai utilisée, là, elle a mis, c'est une faïence blanche, et elle a mis pas mal de temps à sécher, en tout cas à durcir. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment vider le masque, parce que le masque était assez épais, donc il est hors de question que je le cuise avec cette épaisseur, tout simplement parce que il peut avoir des bulles d'air. C'est inutile d'avoir un masque trop lourd, ça sert absolument à rien. Donc dans un premier temps, je vais vider grossièrement le masque, et puis après on va voir les détails. Ok, alors bonjour Christiane, bonjour encore Nathalie, bonjour Chantal, bienvenue, bonjour Edith, une fidèle, bienvenue. Bon allez, je vous laisse. Si vous entendez la voix d'un homme, c'est mon mari qui va donc me donner vos questions, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais profitez surtout de ce moment, comme si vous étiez avec moi, là, à côté de moi, à l'atelier, pour me poser des questions. Mais alors, pas spécialement sur ce que je suis en train de faire, mais sur plein de choses. Et je vais essayer d'y répondre en même temps que je sculpte, ce qui est quand même une gymnastique de l'esprit et des mains, mais bon, on va y arriver. Donc voilà, quand vous avez l'île de la Réunion, oh super Nathalie, 7 ans de ma vie, l'île de la Réunion, où j'ai justement enseigné, mon atelier était à l'île de la Réunion. Voilà, ça c'est mon cœur qui est resté aussi là-bas. Donc mon mari va vous dire, va relire, en fait, me lire plutôt à haute voix vos questions, et puis je vais essayer de répondre au mieux. Voilà, allez. Vous voyez plus ma tête, je vais faire le réglage maintenant sur... Voilà. Ok, et je vais descendre. Alors j'aimerais que vous me disiez aussi si vous voyez bien, si tout est ok pour vous. Il n'y a pas de... Oui, toi tu as un décalage. Bon, c'est pas très grave de toute façon. Tu me dis simplement s'il y a des questions. Allez, c'est parti. Alors, pour éviter de déformer donc le visage, bien évidemment, j'ai préparé des vieux chiffons et de la mousse. Alors, voilà ce que je vais faire.
Alors ça, vous récupérez n'importe où, hein, du moment que ça protège vos sculptures. Voilà. Comment faire sécher une sculpture suffisamment, mais pas trop pour pouvoir faire la finition? Ah bah écoutez, il faut prendre l'habitude de connaître en fait cette sensation d'effet cuir. Hein, vous voyez, c'est exactement, alors c'est pas évident de vous montrer ça à l'écran, mais alors j'avais commencé un petit peu à vider. Hein, mais vous voyez, elle est encore assez molle pour que je puisse la vider et surtout garder en fait la coque extérieure. Si je l'avais vidée au premier cours, bien évidemment, tout serait mou, tout serait écroulé et ça ne serait pas possible. Donc, ça va dépendre aussi de la grosseur de votre pièce. Si vous faites une toute petite sculpture très fine avec des petits éléments, ça va sécher très très vite. Ici, pourquoi elle a mis du temps à sécher? Parce qu'il y avait quand même l'épaisseur de la terre. Hein. On avait 7 cm d'épaisseur de terre. Donc, voilà. C'est vraiment, vous voyez, j'espère que vous voyez bien, c'est une sensation, hein, aspect cuir. Hein, vous voyez, elle se déchire un peu, comme ça. Voilà, ça c'est l'idéal pour... oui. Est-il exact qu'on peut engober sur du cru sec et même après biscuit? Oui, alors là, les engobes, c'est à nouveau... la grande question, parce que je crois que chacun a un peu sa petite recette. Moi, par exemple, j'ai appris à engober sur des pièces qui étaient sèches. Et je sais qu'il y a des céramistes, des potiers qui ont un vrai savoir-faire. Hein. Je vous rappelle que moi, je suis ni céramiste, ni potière. Je ne sais pas tourner. J'ai testé beaucoup de choses au niveau de la terre, énormément de choses, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des potiers, des céramistes, et puis j'avais surtout envie d'expérimenter plein de choses. Hein. Donc j'ai fait aussi de la céramique. Bon, je vous avoue que ce que je préfère, c'est quand même le modelage, c'est quand même la sculpture. C'est pour ça que c'est le contenu que je vous partage, c'est principalement ça. Mais bon, par exemple, la dernière fois, au dernier live, on vous a fait un vase où il y avait donc une partie de travail à la plaque. Donc c'était un vase, donc c'est censé être de la céramique. Et il y avait quand même un travail de modelage, d'ajout de volume et de relief dessus. Voilà, donc du coup j'ai perdu le fil, c'était quoi la question? Si vous pouvez mettre l'engobe sur... Ah oui, l'engobe, voilà, c'est ça. Donc en fait, je crois que il faut expérimenter. Moi je sais que je passe l'engobe en 3 couches sur l'argile sèche. Voilà. C'est ma technique. Ça fonctionne bien. Il y en a une qui voudrait acheter un four. Alors moi j'ai la réponse. Est-ce que c'est très onéreux et est-ce qu'il faut faire des travaux? Alors, justement, moi je me suis posé la question quand j'ai acheté mon four. Je ne voulais pas avoir un four, ce qu'on appelle, c'est triphasé, avec un branchement triphasé. Je ne voulais pas du tout avoir ça. Ça va dépendre en fait. Si c'est pour vous, personnellement, pour vous faire plaisir, pour pas faire de production, mais juste pour vous, pour votre plaisir personnel, prenez un petit four qui n'a pas besoin d'un branchement spécial. C'est le mien. C'est exactement ce que j'ai. J'ai un petit four et du coup, je peux le brancher n'importe où. Hein. Je le branche comme on brancherait, je sais pas moi, un four, une machine à laver. Enfin voilà, c'est vraiment très simple et je peux le transporter partout. Donc c'est ce que je. Il est quand même assez gros. Quand même. Oui, il est quand même assez gros. Je peux quand même mettre des grosses pièces dedans. Voilà. Après, ça dépend. Si après vous voulez faire une production, il va falloir effectivement faire une installation électrique. Et au niveau du tarif, oui, les fours sont devenus quand même assez hors de prix. Hein. Je ne pense pas qu'on peut avoir un four. Alors après, vous pouvez acheter en occasion, mais je crois que les fours, en moyenne, c'est 3 000 – 4 000 euros. Quoi, hein. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Allez voir sur les sites de Solargile, Serradel. Je crois que le tien, ça va être 1800. Oui, mais moi, c'était il y a longtemps. non, les prix maintenant, c'est dans les 3 4 000 euros, hein, facile. Mais allez voir sur donc Solargile, Serradel, et puis appelez-les, parce que si vous voulez avoir des renseignements, ils sont vraiment très très sympas au niveau... Il n'y a pas de souci, ils peuvent vraiment vous renseigner facilement, donc ils seront de meilleurs conseils que moi. Voyez, donc je continue mon vidage. La terre est assez molle quand même, enfin molle, bien comme il faut, bien pour tenir. Après, je prends le petit four, je crois que c'est 1300, comme toi, maintenant, ça va être 1500, 1800.
Est-ce qu'il y en a qui sont en train de faire le masque en même temps que moi, les finitions en même temps que moi? Bon, après, j'ai vu des masques là, que j'ai vu tourner là, sur le groupe, des masques qui étaient plus plats. Donc évidemment, là, vous n'avez pas besoin de vider, hein. Bon, moi, j'ai fait ce modèle de masque. J'ai vu qu'il y avait eu déjà plein d'interprétations. Et ça, c'est top. Regardez les bulles d'air là. Ça, c'est vraiment génial. Donc là, j'ai encore une grosse épaisseur. Je vais encore vider. Voilà. Oui, j'ai vu qu'il y avait plein d'interprétations et c'est exactement pour ça que je fais ce genre d'atelier. C'est pour que vous puissiez vous approprier, ben voilà, de ne pas copier exactement ce que je fais, pas du tout, même si ça ne me dérange pas du tout, mais voilà, c'est pour laisser parler votre imaginaire, votre belle créativité et justement, parce que là, au niveau du masque africain, on peut vraiment délirer. On peut faire de la matière qu'on a vidée. Eh ben, vous la mettez comme moi dans un sachet, hop, et vous la retravaillerez après. Donc là, je vais mouiller un petit peu. Je mouille avec un vaporisateur qui me sert à mouiller les pièces et en même temps la terre. Alors, je dis à mouiller les pièces, mais je ne suis pas très fan du vaporisateur quand je mouille les sculptures. Je préfère les mouiller à l'éponge parce que, en fait, quand on mouille au vaporisateur, ça fait pas mal d'eau qui ruisselle le long de la sculpture et qui va se loger donc tout en bas. Et du coup, ça fait une flaque et ça risque de détremper le bas de votre pièce. Donc moi, je préfère doser avec l'éponge. Bon, écoutez, vous avez compris le principe. Hein, je ne vais pas aller jusqu'au bout. C'est pas très intéressant de me voir vider. Juste pour information, je vous l'avais dit dans la première partie, j'ai consolidé, vous voyez, hein, les oreilles là de l'autre côté, voilà, pour être sûr que tout soit bien scellé ensemble. Et puis là, on va travailler. Maintenant, le reste. Il y a une question, c'est sur les engobes justement tout près de Serradell ou du camp. Est-ce qu'ils sont bien pour les oreilles? Moi, j'ai plutôt travaillé avec les engobes en poudre parce que j'avais l'impression de pouvoir être plus créatif justement au niveau des couleurs. Alors les autres aussi, ils doivent pouvoir se mélanger, mais j'avoue que je n'ai pas vraiment utilisé les tout près. Hein. Ce que j'ai utilisé, c'est ceux en poudre, parce qu'on peut vraiment doser justement la proportion, la puissance qu'on veut mettre sur la couleur, si on veut faire plutôt du pastel ou des choses plus... et je trouvais que c'était plus intéressant. Le choix de la terre, rancuni dessus, la 002, ouais, oui. Elle peut être cuite jusqu'à quelle température maxi? C'est un raku, donc autant vous dire que c'est un grès. Hein. Donc maxi, je sais pas moi, 1200, 1300 degrés. Ouais, sans problème. C'est une terre qui est très très solide. Hein. C'est une terre pour le raku, donc c'est solide. Bon, alors attendez, là j'ai commencé à travailler, donc je vous ai pas dit, mais avec ma fameuse gradine. C'est un de mes outils préférés. Alors qu'est-ce que je vais faire avec cette gradine? En fait, je fais le râteau dans la terre. Je l'ai déjà dit dans les directs, mais si vous n'y étiez pas là, je le répète. Donc, vous avez certainement déjà utilisé un râteau. Hein. À quoi ça sert? Ça sert à unifier le sol. Eh bien, la gradine fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle va unifier enlever toutes ces petites bosses, ces petits rajouts, ces petites choses comme ça. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'elle va griffer la terre, bien sûr. Mais après, avec un coup d'éponge, vous allez voir, tout va disparaître. Alors ça, c'est un travail que j'aime beaucoup, en particulier avec cette consistance-là de terre. Je trouve que c'est vraiment chouette. Donc voilà, je vais travailler partout, je vais la passer partout. Je vais m'asseoir d'ailleurs, un peu plus à l'aise. Pour les engobes en poudre, peut-on mélanger avec toutes les terres ou faut-il utiliser la même terre que le projet? Moi, j'utiliserai la même terre que le projet. Hein. Il vaut mieux l'utiliser. De toute façon, les engobes, il vaut mieux l'utiliser avec du blanc, hein, de faïence blanche, pour pas changer trop les couleurs. Mais bon, c'est toujours pareil, expérimenter. Alors, expérimenter, vous allez... La foudre pour engobes, est-ce utilisée pour les patines à la cire? Pas du tout. C'est justement la question
qu'on me pose 10 fois par jour. Mais c'est avec plaisir, bien sûr, que je continue à y répondre. Alors, les engobes, ce sont des oxydes que vous allez utiliser sur la terre crue et, avant cuisson, donc qui vont se révéler à la cuisson et qui vont tenir dans le four. Hein. Je vous rappelle qu'on cuit, moi je cuis en biscuit à 980 degrés, c'est en principe la cuisson traditionnelle hein, du biscuit. Après, bon, là, on ne peut pas rentrer dans tous les détails de cuisson et de courbe de température parce qu'on ne s'en sortirait pas. Et donc, les patines à la cire, ce sont des pigments. Et ben, en fait, c'est des pigments que vous utilisez pour la peinture ou pour la peinture de décoration ou pour tout ce que vous avez besoin parce que là, il n'y a pas de cuisson. Hein, c'est des colorants, mais voilà, un peu comme les ocres du Roussillon. Moi, je me suis fournie aux ocres du Roussillon. Là, ils ont des très très belles couleurs. Et c'est ça que vous mélangez avec les patines à la cire. Et là, on est après cuisson, bien évidemment, hein, puisque la patine se fait une fois que votre pièce est cuite. Ou alors, si c'est de l'argile sans cuisson, eh bien, une fois que votre argile est bien sèche. Voilà. Et je vous explique tout ça dans justement mon cours sur les patines à la cire. Vous êtes nombreux, je sais, à l'apprécier et je vous en remercie. Alors, j'ai essayé un zesteur, pas le même rendu, je sais pas ce que c'est un zesteur. Un zesteur. Qu'est-ce que c'est un zesteur? J'imagine que c'est pour le citron. Oui, c'est vrai que c'est un outil. Alors moi, c'est quelqu'un qui me l'a fabriqué. Vous pouvez voir, c'est complètement artisanal. C'est pas du tout facile à trouver. C'est plutôt un outil de plâtrier, hein, de ce que j'ai vu. Voilà, donc vous pouvez trouver ça sur Internet. Vous tapez sur gradine, plâtre. Voilà. D'ailleurs, il y en a pas mal de plusieurs dimensions. Vous pouvez choisir et tout. L'écartement des dents aussi. Bon, moi, j'ai 2 écartements. Là, j'utilise la plus... T'as une question oui. Il y a une dame qui a fait le masque en faïence rouge. Oui. Est-ce que la patine peut se faire, Bien sûr, tout à fait. Alors évidemment, comme la terre va être rouge, quand vous allez passer la cire avec vos pigments, la couleur va être influencée par le fond, par la terre, bien sûr, c'est évident. Donc, si vous avez utilisé une terre rouge, c'est peut-être parce que vous n'aviez pas le choix, mais dans ces cas-là, si vous voulez éclaircir ou jouer avec les couleurs, je vous invite à passer un lait, j'appelle ça un lait parce que c'est très dilué plutôt, donc de la cire avec du pigment blanc. Et du coup, là, ça va vous faire une sorte de première couche un peu transparente qui va atténuer donc la couleur rouge de la terre. Et vous allez pouvoir exprimer les couleurs que vous souhaitez. Voilà. Si c'est des couleurs qui sont très proches de la terre cuite, parce que voilà, pour un masque africain, peut-être que vous ne voulez pas des couleurs trop vives, enfin ça dépend, hein, tout est possible. Voilà, ça va être très simple hein, de faire ça. Vous pouvez utiliser des ocres, rester dans les couleurs comme ça, un petit peu ocre, terre de sienne. Ça peut être vraiment joli. Okay. Tu as une question, c'est la cire utilisée, la cire liquide au miel de chez Océdar? Tout à fait. Moi, c'est la cire que j'utilise. Vous voyez, on la trouve en grande surface. Elle coûte pas très très cher. Hein. Et moi, je l'aime bien parce que le fait qu'elle soit liquide, on va dire qu'elle rentre facilement dans les pores de la terre. Hein, puisque la terre est poreuse. Hein, et d'ailleurs, pour faire une patine à la cire, il faut que le support soit poreux. Sinon, la patine ne tient pas. Et donc, elle est très bien. Et si vous n'avez pas de ce genre de cire, si vous avez déjà, par exemple, une cire pour les meubles solides, et vous faites un petit bain-marie et vous la liquidez. Comme ça sera beaucoup plus facile pour la passer. Hein. Qui n'a pas entendu la question pour le mélange avec poudre et terre. Alors, je ne sais pas ce que c'était. Poudre et terre, c'est à propos des engobes. Hein, parce que les engobes, en fait, vous pouvez les utiliser avec de l'eau. Vous mélangez les engobes en poudre. Hein, vous les mélangez comme ça directement avec de l'eau et vous les passez sur la terre. Vous pouvez aussi les mélanger avec de la barbotine, c'est-à-dire de la terre que vous utilisez avec des engobes. Alors si c'est de la terre blanche, du coup, ça va être un petit peu moins transparent. Voilà, le mélange, c'est ça, en fait. C'est la terre que vous utilisez, sur la terre crue, hein, j'entends, avec les engobes en poudre, qui ne sont pas les pigments. Hein. Il y a Edith qui dit « et moi, terre noire », c'est pareil pour les patines? Exactement.
Voilà, Edith. Si vous avez utilisé de la terre noire, eh bien vous faites une ou deux couches comme ça avec du pigment blanc et ça va permettre d'avoir une base plus claire. Parce que c'est sûr que si vous passez des pigments sur une terre noire, on ne va pas voir grand chose, hein. C'est évident, hein, c'est sûr. Donc là, un petit pigment blanc pour faire une bonne base neutre en fait. Vous allez pouvoir exprimer vos couleurs facilement. Voilà, donc je continue. La gratine, elle ne fait pas ressortir la chamotte? La gratine, non. Alors déjà, c'est parce que j'ai pas une terre chamottée. C'est une faïence blanche. Il n'y a aucune chamotte là dans cette terre-là. Et non, la gradine ne fait pas. Moi, je l'utilise même avec des terres chamottées. Par contre, c'est toujours pareil avec la chamotte, hein. Si vous avez choisi une terre chamottée, c'est que vous aimez la chamotte. Donc, si vous cherchez à la faire disparaître, ça n'a pas vraiment d'intérêt de prendre une terre chamottée. L'intérêt d'une terre chamottée, c'est justement d'accepter ces reliefs et puis ce côté un petit peu plus brut de la chamotte. Là, il y a une question, c'est Cathy, ça va, je pense, sur le modèle, faire des trous pour l'accrocher, où les placer? Au niveau des oreilles, je sais pas. Non, moi, j'aurais pas fait au niveau des oreilles, en fait. J'aurais fait, oui, là, je vais vous le montrer, derrière là. Vous pouvez mettre un clou et puis vous le mettez dans l'épaisseur, tout simplement. Ou alors vous pouvez faire un trou dans l'épaisseur aussi. Pour mettre un crochet. Ouais, pour mettre un crochet. Vous voyez comme la forme, elle tient bien là. Hein. Je vais changer de mettre un petit peu. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Avec les pigments, sur quel site acheter les pigments? Alors, j'avais partagé il n'y a pas longtemps là, sur une de mes newsletters. Hein. Je vous invite toujours d'ailleurs à vous inscrire hein, parce que comme ça, vous recevez. Ah, d'accord. Vous m'entendez pas bien? Alors, je vais carrément mettre là. Est-ce que là, ça va mieux? Vous allez me dire ça. Est-ce que là, c'est mieux? Je pense que oui. Oui, donc j'avais partagé deux sites. Vous avez le Géant des Beaux-Arts. Et je n'ai pas du tout de partenariat avec eux. Hein. Je vous dis ça parce que c'est des informations que j'ai eues. Puis je suis allée voir sur leur site. Et d'Albe, je sais qu'ils livrent. Alors je pense que les autres aussi, hein, Jar Cultura, tout ça. Je pense il faut aller voir les sites. Mais je sais que d'Albe et le Géant des Beaux-Arts livrent pendant le confinement. Ça c'est sûr. Hein. Donc, et là, vous pouvez trouver de la terre. Vous n'avez pas. Il y a beaucoup. Oui, attends, je finis. De la terre et puis des pigments. Ils vendent des pigments. Alors en général, c'est la marque Sennelier. Alors pour les pigments, c'est vrai qu'ils sont un peu onéreux. Je ne vous cache pas que c'est un petit coup, surtout dans les couleurs assez fortes comme le rouge, les engobes aussi d'ailleurs. Les rouges sont toujours, les rouges, les orangés sont toujours un peu plus chers. Mais en fait, moi mes engobes, je les ai, mais ça doit faire 20 ans, c'est-à-dire qu'on en utilise très peu. Donc ça vaut vraiment le coup d'en acheter petit à petit. Vous achetez les couleurs de base au départ. Vous achetez par exemple du blanc, du noir, un terre de sienne. Vous prenez un ocre rouge par exemple, un ocre jaune. Vous voyez des couleurs comme ça un peu de base. Et puis petit à petit, vous allez agrandir votre palette et puis vous faire plaisir après suivant quand vous aurez bien j'ai des questions là. Oui, alors allons-y. Il y a Alain qui suit derrière là. Alors, la patine se fait sur biscuit? La patine se fait sur biscuit, tout à fait. La patine se fait donc comme je le disais tout à l'heure, biscuit, c'est-à-dire argile à cuire. Mais si vous avez utilisé de l'argile sans cuisson, vous attendez donc que votre argile soit bien sec. Vous le poncez et ensuite vous faites votre patine. Voilà. Où se procurer une gradine? Alors, comme je le disais tout à l'heure, la gradine, celle-là elle est artisanale, hein, vous la trouvez, vous tapez gradine plâtre, parce que c'est plutôt un outil qui est fait pour les plâtriers. Voilà, oui. J'ai vu sur internet qu'une pièce qu'on avait cirée et on avait raté, quoi. Il y avait plusieurs couches, on pouvait la remettre au four pour... Oui, tout à fait. Vous pouvez la repasser au four pour faire enlever, en fait, ça va faire disparaître la cire et les pigments. Tout à fait, vous pouvez faire ça. Voilà, donc là, j'ai passé, je vais faire encore un peu les oreilles. Ah, j'adore faire ça, je pourrais faire ça pendant des heures. Parce que je connais le résultat et ça me plaît beaucoup. Je vous invite vraiment à goûter aux joies de la gradine. Moi, c'est mon outil préféré. J'ai deux outils.
vraiment préféré à l'atelier, qui ne me coûte rien, c'est la gradine et ce tasseau. Voilà. Bon, on va passer l'éponge. Il trouve du truc à l'entrepôt. Je pense qu'il y a moins de choix aussi. Voilà, oui, c'est ça d'ailleurs que je voulais compléter. Vous pouvez acheter des pigments beaucoup moins chers dans les magasins de bricolage, puisqu'ils en vendent, alors souvent c'est en grande quantité, mais bon, c'est quand même vraiment moins cher. Et c'est pour la peinture de décoration, hein, pour faire, vous savez, les murs à la chaux, voilà, donc ça vaut le coup, parce que du coup, alors par contre, au niveau des couleurs, c'est assez limité. Hein, ça c'est clair qu'après, si vous voulez des belles couleurs spécifiques, il va falloir investir un peu dans les magasins de loisirs créatifs. Alors la marque Sennelier, elle est vraiment très bien. C'est une marque, les pigments sont très très puissants et vous en mettez très très peu. Voilà, donc là, je suis en train d'enlever toutes les traces de la gradine et vous pouvez voir que ça m'a vraiment lissé, enlevé toutes les petites bosses, tous les petits défauts en fait du modelage, hein, du départ, parce que de toute façon c'est tout à fait normal. Hein. Alors ce qui est sympa en plus, c'est que vous pouvez faire des effets avec la gradine et pourquoi pas laisser des traces. Hein. Alors utilisez en geste croisé, ça je ne vous ai pas dit. Et quand vous passez aussi l'éponge, la même chose, hein, vous croisez vos gestes comme ça. On se procure un tasseau. Voilà. Un tasseau, alors là, franchement, je pense qu'à la décharge, ça devrait le faire. Déchetterie, c'est l'idéal. Il ne faut surtout pas acheter ça, mais un tasseau, faire où là? Quelqu'un qui a des bois chez lui. Ah oui, vraiment, je suis sûre que vous avez ça dans, je sais pas, dans un garage ou... ça, c'est pas un souci. Hein. Bon, après, vous pouvez acheter un tasseau en magasin de bricolage, mais c'est un petit peu dommage d'acheter un grand tasseau pour ça, alors que vous pouvez certainement le récupérer facilement. Vous voyez, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si j'avais envie de laisser un peu les traces de la gradine, ça pourrait être possible, ça donne une texture aussi, hein. Ça peut être chouette. Bon, là, je ne vais pas le faire parce qu'on va faire ensemble le décor que j'avais prévu pour le masque. Je vous rappelle le petit dessin là que j'avais fait. Bon, on s'en est un peu éloigné. Mais... Tu mets plus à gauche, on le verrait. D'accord. Plus comme ça, là, on le voit Attends, j'ai du retard, mais à mon avis, ça, on devrait le ou alors je le pose là, comme ça. Voilà. Allez, je continue. Alors, je sais bien que les patines, moi j'adore ça, les patines à la cire, vraiment. Je trouve que c'est un moment. Alors c'est chouette en plus parce que bon, tout est intéressant dans le travail de la terre. Hein. Là j'ai fait un petit trou là à côté. Je crois que c'est quelque chose que je vais accentuer ça. J'aime bien l'idée là qu'il y ait un peu une sorte de fossette à côté de la bouche. On va faire pareil de l'autre côté. Oui, tout est intéressant. Hein. Je trouve que des premières formes où on rentre dans la sculpture hein, avec justement les formes géométriques de base. Hein. Quand on imagine une sculpture, si vous avez par exemple un modèle, une photo, imaginez simplifier au maximum votre modèle. Vous essayez de dire, ben voilà, là j'ai quoi? J'ai un rond, j'ai un triangle, voilà. Donc là on est dans les formes vraiment de base. Et ensuite on commence à monter dans les détails petit à petit. Voilà. Donc je trouve que tout est intéressant, toutes les étapes me plaisent. Et ensuite, les patines hein, pour terminer, parce que là, ça sublime la sculpture. Hein. C'est ça qui est chouette. Qui demande, oui. Plusieurs pigments, terre de sienne, terre brûlée, quel pourcentage? Alors, ça c'est quelque chose qui est un petit peu, compliqué à dire. Moi, je travaille beaucoup à l'instinct. Je ne suis pas une matheuse, les pourcentages, tout ça. C'est pas mon truc. Je vois le résultat, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous devez essayer à nouveau. Parce que je peux pas vraiment vous dire le pourcentage. Pour moi, ça n'a pas de sens de dire ça. Parce que ça dépend si c'est sur la première couche, si c'est la dernière couche. Ça dépend de ce que vous voulez rendre. Est-ce que vous voulez quelque chose de très puissant en couleur ou alors quelque chose de très léger, très pastel? Dans ces cas-là, vous allez jouer sur mettant moins de pigments, plus de cire. Vous voyez, c'est un peu compliqué à répondre là. Est-ce qu'on est obligé de gratter la pièce avec de la gradine?
Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Là, moi, je vous montre ça parce que, voilà, c'est un cours, donc je vous montre, moi, comment je fonctionne. Mais en fait, pas du tout, hein. Vous pouvez passer, après, si j'avais pas la gradine, j'aurais peut-être pris une mirette, ça, je pense que vous avez. Et puis, je pourrais, voilà, travailler comme ça. D'ailleurs, je peux le faire, là, vous voyez, pour corriger un peu les différences entre les parties. Quel outil utilisez-vous pour la bouche? Pour la bouche, c'est-à-dire? Je pense que c'est ce que tu as fait, le pinceau, non? C'était un pinceau, oui. Alors c'est un pinceau tout simple, hein. Un pinceau, voilà. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas d'éponge ou quoi que ce soit, vous pouvez travailler aussi avec le pinceau, hein. Voilà. Alors je vais essayer de pas trop détremper ma terre en surface parce que pour faire les détails, après... Alors j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient fait des nez plus humains. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Moi, le but, c'était de faire un masque. C'est-à-dire que, parce que je trouve que du coup, ça me permettait une plus grande créativité. Je peux faire exactement ce que je veux. Si j'avais voulu faire un visage, j'aurais fait un visage. Mais là, je voulais vraiment un masque. Et donc, c'est pour ça que je laisse comme ça les boules volontairement, que le nez, il est stylisé. Hein, voilà. On te demande si tu travailles des fois le montage des sculptures en colombin. Non. Sinon, pourquoi? Non. Non, non, non. Je sais pas. C'est pas quelque chose qui m'inspire vraiment. Je n'ai pas cette technique-là. Alors le colombage, j'ai dû l'utiliser en céramique. Mais non, et je sais qu'il y a des artistes qui font des choses super avec cette technique. Hein. Il y a des ateliers qui travaillent avec cette technique. Mais non, moi je n'utilise pas cette technique. Hein. Donc le colombin, pour ceux qui ne savent pas, c'est une succession de petits colombins et qui permet donc de monter une forme. Et je préfère travailler comme ça, moi, avec les volumes, quoi. C'est un peu plus intuitif, quoi. Colombin, c'est à nouveau quelque chose, je sais pas, de plus répétitif. Bon, après, je me trompe peut-être, hein, je sais pas. Mais partagez sur le groupe hein, des pièces que vous avez fait au colombin ou si vous connaissez bien cette technique, toujours pareil, puisque le groupe que j'ai créé, donc Main dans la Terre, c'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour que chacun puisse s'exprimer, exprimer ses techniques. Si vous avez expérimenté des choses particulières, faites-en profiter toute la communauté de Main dans la Terre. Et c'est ça qui est top. On n'est pas là pour faire de la rétention d'informations, hein, pas du tout, surtout de nos jours. On est là vraiment pour partager un maximum son savoir. Hein. C'est fini le temps où on restait dans la peur et dans le... Non, non, non. Là, maintenant, on partage. Voilà. Alors, écoutez, c'est pas mal. Avant de faire les yeux, je vais attendre que ça sèche un petit peu, là. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a le choix, là. Allez, je vais faire la partie décor du haut, ici, là. Donc, je vais faire cette partie-là. Voilà. Bon, c'était beaucoup plus haut sur mon modèle, mais c'est pas grave. Donc, je vais partager en deux. Allez-y, hein, continuez à vous poser les questions. Voilà. À main levée, hein. Hop. Donc, je vais faire un trait un peu plus profond. Vous voyez, j'utilise un pic-brochette. Hein, pour vous dire qu'au niveau des outils, avec la terre, on peut faire vraiment ce qu'on veut. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Vous avez déjà au moins 10 outils dans votre cuisine. Vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Vous avez déjà 10 outils dans votre cuisine pour sculpter la terre. Vous pouvez aller voir la vidéo. Je mettrai sur YouTube, je mettrai le lien. Il y a une dame, Isabelle, qui dit que je passe l'éponge sur mon masque, il y a la chamotte qui ressort. Oui. Oui, oui, c'est normal. Vous avez une terre chamottée, donc ça passe, ça sort. Il y a peut-être trop d'humidité. Non, mais c'est normal, puisqu'en fait, si vous essayez de grossir, quand vous passez, imaginez, là, votre éponge qui passe, elle relève tous les petits grains, mais comme vous avez choisi une terre chamottée, ou pas, parce que c'était peut-être pas évident d'en trouver en ce moment, mais en tout cas, c'est normal que ça fasse ressortir. Il y a une qui dit j'associe souvent Colombin et travail à la plaque. Colombin et travail à plaque, d'accord, ok. Alors moi c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé à la plaque, mais pas au colombin.
Mais travail à la plaque, oui, j'ai beaucoup fait de travail à la plaque. Alors pour ceux qui en ont jamais fait, en fait c'est souvent une plaque qu'on étale avec un rouleau, hein, tout simplement. Et après on prend des moules. Ou alors comme la dernière fois, on a fait un travail à la plaque avec le vase bambou. Et donc ça permet de monter les pièces tout de suite. Voilà, parce que moi je ne sais pas tourner. J'ai jamais eu la patience de tourner. J'admire hein, les céramistes, les potiers qui font ça, parce que moi j'ai jamais eu cette patience. Je voulais avoir le résultat tout de suite et je me voyais pas apprendre pendant je ne sais combien de temps pour tourner. Alors j'ai préparé, je me suis avancée. Parce que je me suis dit que ça servait à rien de perdre du temps à faire des petites boules devant vous. Là, en fait, j'avais pas fait de relief à ce niveau-là, parce que je me suis dit si c'était des creux. Merci pour les petits cœurs, c'est super, les encouragements. Je ne savais pas si c'était des creux ou des bosses. Finalement, je vais tenter les bosses. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Donc, j'ai préparé des petites boules. Et je vais les coller avec la barbotine. Voilà. Donc, je vais déjà bien remouiller. Ça aurait pu être simplement une empreinte. Oui, ça aurait pu être une empreinte, tout à fait, tu as raison. Ça aurait pu être une empreinte, c'est-à-dire que j'aurais pu très bien faire des empreintes. Ça aurait été plus rapide. Hein. Mais bon, comme j'aime bien vous donner beaucoup de contenu, je vous montre comment coller des petites boules. Voilà. Et donc, j'aurais pu faire des trous avec le dos du pinceau, là, bien évidemment. Donc là, hop, je vais griffer avec mon pic. Et je vais placer donc... avec la barbotine, mes petites boules. Est-ce que vous voyez? Alors, toujours pareil, ce que je fais. Alors, pour débuter avec les patines à cire, est-ce qu'on peut prendre des couleurs primaires pour débuter? Ou est-ce qu'on peut mélanger ces pigments entre eux pour faire des oranges, par exemple? Oui, alors, bien sûr, vous pouvez commencer avec des couleurs primaires, et comme pour la peinture, et donc, effectivement, préparez vos couleurs. C'est tout à fait possible. Quand vous parlez des couleurs primaires, c'est les 4 couleurs... classique, oui, bien sûr. Bien sûr, parce que contrairement à l'émail, autant les engobes que les pigments, vous pouvez les mélanger. Vous pouvez mélanger et faire vos propres couleurs. Et ça, c'est quand même top. Je comprends pas trop. Puis-je mettre de la faïence lisse sur la côté? Non, effectivement, je ne comprends pas trop non plus. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Parce que si vous avez fait une plaque en fait de terre chamottée et que vous allez mettre de la faïence blanche dessus, le problème de mélange des terres, c'est le taux de rétractation. En général, les terres chamottées n'ont pas le même taux de rétractation que les faïences lisses. Donc, ce qui se passe, évidemment, c'est que ça peut faire des fissures et des décollements. Bon, vous voyez, j'ai abandonné comment dire, faire des petites stries parce que je m'aperçois que ça tient bien comme ça. Ça va le faire. Mais c'est pas une bonne façon de coller. Hein. Normalement, je vous montre, c'est ça, le petit guillochage là, le petit guillochage ici, la barbotine des deux côtés. Voilà. Mais bon, c'est un petit peu long, donc là, je fais au plus rapide. Et la petite vibration là pour être sûr que ça tient bien. Oui, dites-moi un petit peu plus concernant cette histoire de barre avec le mélange des terres. Moi, je suis toujours un peu... J'ai testé le mélange des terres. Alors, je ne parle pas de la terre mêlée. Hein. Il y a des potiers qui font de magnifiques pièces en terre mêlée. Là, c'est différent parce que c'est très, très mélangé. La terre les terres sont très mélangées. Oui. Les boules doivent être de la même consistance ou on peut mettre des plus molles comme le masque? Là, évidemment, le masque est déjà un peu rassis et la terre que je mets, effectivement, est un peu plus molle. Mais en surface, il y a le même taux d'humidité. Hein. Et c'est ça qui est important, c'est que comme je mouille à la surface, et ce que j'ajoute, il y a le même taux d'humidité. Donc, sur des surfaces comme ça, il y a très, très peu de chances qu'il y ait des décollements. Voilà. Donc, je mélange bien, vous voyez, je prends un petit peu de terre en surface. Voilà, petite vibration là, et c'est bon, ça tient bien. Alors, ce qui est intéressant dans un masque comme ça, puis en général sur les sculptures, avec les patines, c'est de faire du relief.
Pourquoi? Parce que la cire, les pigments vont aller se mettre dans tous les petits creux, les petites bosses. Voilà, et du coup, ça fait des choses assez géniales. Après, sur les terres lisses, enfin les pièces toutes lisses, c'est intéressant aussi, parce que du coup, vous pouvez bien les faire briller. C'est chouette aussi. Mais j'avoue que quand vous avez du relief, quand vous avez voilà, de la matière, eh bien, c'est là où vous pouvez vraiment vous éclater avec les patines, je trouve. Il y a des coupures. Il y a des coupures, ah zut. Ouais, ça, on va déjà être reconnaissant, ça marche déjà pas mal. Donc, on va pas se plaindre. C'est déjà super. Vous êtes combien là? 82 personnes. Écoutez, 82 personnes qui sont avec moi en train de faire ce masque. Pour moi, je suis dans la gratitude totale. Hein. Donc, c'est déjà super de vous avoir. Voilà, j'espère que vous vous amusez bien. Vous prenez du plaisir à avoir les mains dans la terre. C'est pas anodin hein, de sculpter la terre. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose de... Je sais pas, c'est physique, ça sent bon, c'est un retour aussi à l'enfance, on aime patouiller, voilà. Pour une finition sur terre cuite que je n'ai jamais fait, mélanger la cire à un tout petit peu de peinture acrylique, est-ce possible? Alors oui, je sais qu'il y a des personnes qui mélangent avec la peinture acrylique. Bon, moi je le fais pas, mais ça peut être... parce que je crains toujours que le problème de la peinture acrylique, c'est le côté plastique. Et les patines ont besoin d'être sur une terre poreuse. Donc en fait, il faut vraiment y aller mollo quoi, avec la peinture. Hein. Il faut vraiment que la terre... Parce que sinon, ça va boucher vos trous. Et après, essayez de mettre de la cire sur un morceau de plastique, vous allez voir si ça tient. Quoi. Voyez ? C'est pour ça que je ne conseille pas du tout. Voilà. Mais si vous avez des morceaux de terre cuite, faites des essais. Faites des essais expérimentés. Claudine a répondu, parce qu'elle pensait qu'elle voulait faire un visage en faïence pour que ce soit plus fin. Ouais. Plus fin, mais elle a bien compris qu'il ne fallait pas mélanger. Ouais, voilà. Il vaut mieux faire tout dans la même terre. Hein. Ça sera plus sûr. Vous n'aurez pas de surprise de rétractation, de fissures, de décollement. Voilà, parce que c'est vrai que la terre, ça demande quand même un peu de technique. Hein. C'est pour ça que je suis là. c'est pour ça que n'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est beaucoup de plaisir, mais c'est aussi de la technique, la terre, parce que c'est vivant. C'est vivant. Alors quand je dis c'est vivant, bon, je pense que la terre est vivante, hein, puisqu'on habite dessus. Mais je dis que c'est vivant parce que justement, c'est pas comme un tableau. Hein. Un tableau, vous le faites, vous le mettez dans un coin, il y a des grandes choses pour qu'il ne bouge pas. Alors qu'une sculpture, elle va bouger parce que l'eau va s'évaporer et la terre se déplace. Et du coup, il faut être vigilant sur tout, sur vos collages. Et le seul maître, c'est le four. Bon, j'ai bientôt fini. Alors, le fait de faire ce relief, là, ça peut être vraiment, vraiment sympa après, justement, au niveau de la patine. Ça peut être vraiment chouette. Bon, voilà. Ça vous plaît? Dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça passe mieux sur le portable. Bon, écoutez, faites au mieux, hein, si ça passe mieux sur le portable. Ok, allez, on va faire les oreilles, on va avancer. Donc là, j'avais fait des sortes de traits. Bon, on va faire la même chose. Hein. On va passer un petit coup de... pour enlever les stries. Allez-y pour vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Allez-y, vous pouvez... surtout si vous débutez. On a tous débuté un jour. Hein. Pardon? Faire un bas-relief. Un bas-relief? C'est une question, je pense, pour une prochaine fois, je suppose. Oui, alors le bas-relief, ça ne va pas être trop possible. Je préfère faire des sujets, en fait, où vous allez pouvoir vraiment... déjà que ça plaise au plus grand nombre, hein, que ça plaise à tout le monde. Là, j'ai pensé que le masque, c'était intéressant parce que je vous ai quand même montré, si vous voulez aller voir le replay de la première partie, il est sur, il doit traîner encore sur Facebook, mais surtout, il va rester à vie sur YouTube. Et je vous montre aussi comment faire une bouche, comment construire un visage. Voilà, même si ce n'est pas un visage académique, ça vous donne quand même un peu de base. Et voilà, j'essaye d'avoir des sujets comme ça. Le prochain, bon, je n'ai pas encore trop réfléchi, mais j'avais envie de vous apprendre à faire, du coup là ça va être encore un travail à la plaque, une boîte.
parce que les boîtes, c'est très sympa. C'est un espace de créativité incroyable. Je pense que je vais réfléchir à vous montrer comment faire une boîte avec un petit décor. Voilà. Parce que du coup, si vous êtes dans des ateliers, je sais que vous fréquentez des ateliers, des associations, vous pouvez faire de l'émaillage, peut-être du raku. Du coup, vous allez pouvoir vous amuser avec vos boîtes. Vous pouvez faire des magnifiques boîtes en raku. Bon, après, il y a de la patine. Enfin, les boîtes, j'en ai tellement fait des boîtes. C'est dingue. Alors là, j'improvise totalement. Vous voyez, alors j'ai pris un petit outil, je ne sais pas si vous voyez bien là, c'est les fameuses petites mirettes qu'on trouve facilement, je crois même qu'il y en a sur Amazon. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi trouver chez les fournisseurs de loisirs créatifs, je ne sais pas, mais en tout cas, les fournisseurs de Serradel, Solargile, je sais qu'ils en vendent. Et ça, elles sont assez géniales. Alors, vous voyez, c'est quand même chouette quand la terre est un petit peu rassie comme ça, parce qu'on peut vraiment se faire plaisir. Voilà. Je vais lisser ensuite. Est-ce qu'on peut utiliser les sculptures à la patine à cire dehors? Alors, ça c'est aussi une question qu'on me pose souvent. Oui, moi je pense que vous pouvez faire donc votre patine à la cire, et ensuite, pour être sûr infiltration, parce que ce qui se passe dehors, c'est souvent, il y a deux problèmes. C'est le gel, hein, les sculptures qui pètent, parce qu'il y a une infiltration d'eau, parce que l'eau après gèle et pousse la terre, et donc ça fait péter, ça fait des fissures, et ça fait péter. Voilà, donc vous mettez dessus une résine. Vous faites votre patine, et vous mettez une résine ou un vernis anti-UV, si possible, comme ça, ça évite aussi de décolorer votre patine. Voilà. Mais bon, ça dépend de la région où vous habitez, ça dépend de beaucoup de choses, hein, de beaucoup de facteurs, hein, de l'exposition de la pièce. Dans le sud, là, ici, avec le soleil, je vous dis pas quoi. Voilà, regardez, je fais ressortir les parties. Et là, j'avais imaginé aussi lui me faire des boucles d'oreilles, pourquoi pas en raffia par la suite. Donc en fait, je vais lui percer les oreilles, tout simplement. Voilà, comme ça. Vous voyez comme la terre est encore, elle est vraiment idéale là. Voilà. Comme ça, je pourrais, si j'ai envie, lui mettre une boucle d'oreille en raffia ou des perles. Est-ce qu'on peut débiter sans cuisson quand on n'a pas de four? Oui, l'argile sans cuisson. Sûrement. Sans cuisson. Ah non, non, je vous conseille plutôt l'argile sans cuisson. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la possibilité de cuire, bon, vous allez faire des sculptures, mais vous allez voir que tant que c'est humide et que la terre est humide, aucun problème. Par contre, quand ça commence à sécher, c'est là où les soucis arrivent, c'est-à-dire que la terre devient très friable. Ok? Donc, alors il y a une technique pour la durcir, c'est passer des couches d'huile de lin qui vont à saturation, c'est-à-dire que ça c'est un travail très très fastidieux, mais qui a le mérite, on va dire, de stabiliser la terre. Je parle d'argile à cuire, hein, que vous ne pouvez pas cuire, on est bien d'accord. Hein. Et voilà, donc c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a des artistes qui ne cuisent pas leurs pièces. Bon, si vous n'êtes pas amené à vendre, si c'est pour vous, c'est possible. Mais n'empêche qu'il faut une protection, dans tous les cas, parce que la terre va être friable. Surtout si vous faites des sculptures avec des petits détails, des petites choses, des mains, des voyez, ce genre de choses. Avec le temps, si vous les manipulez en plus, ça s'effrite. C'est question pour la boîte solide sans cuisson. Pour la boîte. Parce qu'il y a plein qui veulent faire une boîte. Oui, oui, je sais. Bien sûr. Argile sans cuisson ou argile à cuire. L'argile sans cuisson, il faut le réserver à tout ce qui est décoration, où ça ne sera pas un contact alimentaire. Donc c'est parfait pour la sculpture, pour la déco, pour faire des boîtes, tout ça. Vous pouvez faire des pots, vous pouvez faire des tas de choses en argile sans cuisson, du moment que ça ne soit pas en contact avec l'eau. Quand je dis des pots, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre pot, vous allez devoir mettre un petit... comment dire je sais pas moi, un petit pot de yaourt ou des choses comme ça, enfin voilà, un truc en plastique pour pas que l'eau soit en contact avec l'argile sans cuisson, parce que ça, il n'aime pas. Elle n'aime pas. Et voilà. Mais réservez-le plutôt pour la déco. Hein. Faites-vous plaisir avec la déco, en sachant qu'évidemment, ce n'est quand même pas aussi solide que l'argile à cuire. Peut-on faire une cuisson haute température de la faïence résistante à l'extérieur? Oui. Oui. Après, je sais que la faïence...
Je crois que c'est 1000. Regardez ce qu'il y a de marqué sur le sachet, mais je pense que c'est 1000. 280. Ouais, ça c'est pour le grès. Hein. La faïence, c'est pas cuit à. Non, non, c'est cuit à la faïence. Donc, regardez ce qui est marqué sur le. J'ai jamais fait en fait. J'ai jamais cuit de la faïence à haute température. Mais bon, ça doit être. On n'entend plus Catherine. Je sais pas si. Ah bon? Vous m'entendez plus là? Mince. Vous m'entendez ou pas? Mettez-moi un petit. Mettez-moi un petit message là si. C'est peut-être une. Ouais. Dites-moi hein, si vous m'entendez parce que je voudrais pas parler dans le vide. J'ai toujours mon micro donc ça devrait le faire. Bon alors on continue. Bon là vous voyez je suis en train de regarder un petit peu partout. Les rectifications. Moi est-ce qu'on peut le faire avec l'argile sans cuisson? Oui tout à fait. On peut faire avec l'argile sans cuisson sans problème. Parce que c'est un élément de décoration. Donc c'est parfait l'argile sans cuisson. Alors c'est une argile qui est plus onéreuse que l'argile à cuire. C'est vrai. Donc c'est pour ça que j'incite aussi à vider vos pièces. Alors pas autant que l'argile à cuire, mais je vous invite à vider vos pièces pour justement bien récupérer de l'argile. Hein. C'est inutile de faire des pièces très lourdes. Et puis ça évite aussi les tensions du séchage. Le séchage, je pourrais vous en parler pendant très très longtemps. Parce que c'est une étape qui est souvent négligée et pourtant qui est d'une importance. Parce que c'est là que ça passe. Voilà. Pourquoi je fais ce genre de choses? Vous voyez, je fais ressortir les pièces que j'ai avec une sorte de rainure. Et ça, c'est intéressant parce que justement, quand vous faites une patine, ça va aller se loger dans ces trous-là, dans ces parties. Et puis surtout, c'est plus facile après. Donc là, je peux faire pareil avec ça. Voilà. Si je veux faire les oreilles, imaginons que je veux faire les oreilles d'une couleur différente par la suite. Donc je sépare. Pareil de l'autre côté. Là, la même chose, comme je vous ai dit, je voulais faire ressortir les narines, enfin qui représentent un peu les. Enfin, c'est plutôt les ailes du nez, c'est pas les narines. Les narines, c'est pas là. Les narines, justement, c'est là, donc je peux les faire aussi. Là, je les fais comme ça avec un. Je sais pas si vous voyez bien, avec le dos de l'outil, hop, les narines. Quand doit-on passer l'huile de lin? Eh bien, après, une fois que la sculpture est sèche. Mais alors là, il va falloir vous armer de patience, hein, parce que quand je dis à saturation, l'huile de lin, c'est facilement une 20aine de couches. Ok? Donc là, vous êtes parti pour un long voyage. C'est sûr. Je vais aussi faire ressortir ce que j'ai rajouté là. Je fais des rainures tout autour. Imaginons que je veux faire une couleur différente entre les petites boules et le fond. Ça va me simplifier le travail parce qu'avec la rainure, comme je vous disais, le pigment va venir se mettre, avec la cire, va venir se mettre dans la rainure et ce sera plus facile. Il n'y a pas de problème de son là? Non. Non, c'est bon? Il y a des coupures toujours. Ah ouais, ça les coupures, je crois que malheureusement, c'est comme ça. C'est les joies du direct. Bon, j'espère que ça vous plaît. Vous êtes content du contenu que je vous donne. Alors n'hésitez pas à en profiter. Est-ce que... Peut-on émailler des terres brunes? Émailler des terres. Oui, tout à fait. J'avais fait une série, j'avais fait des cactus. J'avais fait une série de cactus en terre marron-noir, là. Et oui, bien sûr qu'on peut émailler. Tout à fait. Alors l'émaillage, c'est à nouveau un monde en soi, hein, l'émail. Si vous rentrez dans le monde de l'émaillage, à part ce qu'on appelle la couverte, c'est-à-dire un émail transparent, justement pour faire ressortir vos engobes, c'est beaucoup d'expérimentation et d'essais à l'émail. Il y a des potiers et des céramistes qui passent leur vie, hein, qui fabriquent leurs propres émaux. Voilà, alors, j'en ai fait, mais c'est pas mon expertise. Hein. Moi, je peux vraiment vous aider sur le modelage, sur la forme, sur ce qui me plaît. Hein. Je vais pas
vous partager quelque chose qui me plaît pas. Moi, ce qui me plaît, c'est voilà, c'est le relief, c'est tout ça. C'est tellement chouette, quoi. Bah, l'huile de lin, oui, ils disent après cuisson, bah oui. Oui, oui. L'huile de lin, c'est après cuisson. Bien évidemment, si. Non, pas après cuisson, qu'est-ce que je dis? Je confonds avec... Je commence à fatiguer, là. Non, l'huile de lin, c'est en couche avant cuisson, puisqu'en fait, pourquoi je vous parle d'huile de lin? C'est pour quelqu'un qui m'a posé la question tout à l'heure, qui n'a pas la possibilité, qui veut débuter l'argile, qui n'a pas la possibilité de cuire une pièce. Donc, elle peut utiliser l'huile de lin en saturation, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de couches, on attend que ça sèche et on en remet, et on en remet, et on en remet. Et après, ça crée une sorte de protection, une sorte de coque. Ça durcit, on va dire, la terre, et ça permet qu'elle ne s'effrite pas, parce que comme je vous le disais, là, ce masque, là, il est en cuir, donc vous voyez, ça va, quoi. Je peux faire ce que je veux quasiment avec. Si je remouillais un peu la terre, je pourrais prendre pas du volume. Par contre, quand il va être sec, il va devenir extrêmement friable et fragile. Si je le mets sous la pluie, ça va être un tas de boue. Si je le cuis et que je le mets sous la pluie, il ne bougera plus jamais. Voilà, c'est une transformation, la cuisson. Donc il faut bien la compenser. Je vais m'occuper des yeux maintenant. Je vais finir le haut. Oui, Anna? Qu'est-ce qui est mieux, un four électrique ou au gaz? Je pense que alors, à nouveau, je ne suis pas experte dans les fours. Moi, j'ai un four électrique. Le four au gaz, c'est plus pour justement les céramistes, les potiers, parce que ils cuisent leur émaux avec en réduction, en oxydation. Vous voyez, c'est des choses très techniques, en apport d'oxygène ou en réduction d'oxygène. Et c'est très intéressant, un four à gaz, pour quelqu'un qui veut expérimenter l'émail, ça, j'en doute pas. Par contre, si vous avez envie de vous acheter un four juste pour faire de la sculpture et cuire vos pièces, et peut-être faire un petit peu d'émail, voilà, des choses comme ça, franchement, vous embêterez moins avec un four électrique. Ils sont livrés avec des courbes de température toutes prêtes. Moi, je ne me suis jamais posé la question là-dessus. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend de votre projet. Donc là, je suis en train de faire le haut. J'espère que vous voyez. Oui. Il y a une autre question? Non? Ouais, organiser des stages. Ah, alors non, je n'organise pas de stage. Si, en ligne, vous voyez, vous êtes en stage avec moi là actuellement. C'est top. Non, j'organise pas de stage. J'ai eu un atelier, comme je vous disais, pendant très longtemps, en présentiel, ce que j'appelle le présentiel. Et puis, à 5 ans maintenant, puisque le blog a 5 ans, j'ai choisi de partager donc mon savoir en ligne pour toucher plus de personnes. Et donc, je ne fais pas de stage en présentiel. Voilà, je me limite à l'enseignement en ligne. Donc, vous avez beaucoup de contenu, déjà beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que c'est très sympa, les stages, ça, j'en conviens, c'est très chouette. Moi, j'ai fait pas mal de stages aussi, donc je sais que c'est chouette. Mais je pense qu'il y a assez d'artistes, de sculpteurs qui en font. Est-ce qu'une couche de résine peut remplacer l'huile de lin pour la protection? Ouais, je me suis posé la question. Oui, je pense que oui. Alors, dans ces cas-là, une vraie résine. Peut-être pas un vernis résine. Vous voyez, parce que quand je dis vernis résine, c'est le vernis à bois. Je pense que du coup, là, avec une vraie résine, ça devrait vraiment, effectivement... Mais c'est, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la résine, c'est spécial. Donc l'huile de lin, c'est quand même beaucoup plus naturel. Vous aurez moins de soucis. Voilà, on se rapproche quand même du dessin, là. Pas mal. Allez, on va faire les yeux. On va terminer, je pense, avec les yeux. La bouche, là aussi, plus profond. Ce qui est intéressant aussi, là, j'ai envie de vous dire, qui me vient, c'est de pas hésiter à exagérer les reliefs. Vous voyez, la bouche, elle va prendre beaucoup plus d'ampleur parce que j'aurais fait vraiment quelque chose d'assez profond. Alors que souvent, je vois des choses un peu timides. Donc, n'hésitez pas. Vous n'allez pas vivre avec votre sculpture à 20 cm de vous. Donc, il faut que ça se voit de loin. Il faut vraiment que ça soit bien profond, bien travaillé. Voilà. Ok, allez, on va faire les yeux.
Donc ceux-là, ils étaient plus en amande. Bon, on va faire... C'est pareil, je vais creuser plus, pour donner plus d'expression. Je prends à nouveau ma petite mirette. Alors, il n'y a plus de questions? J'ai plus de voix. C'est très beau. C'est très beau, c'est gentil. C'est gentil. Je suis super contente de vous avoir. Vous êtes combien là? 80 personnes. Waouh, c'est super. Bon, on n'a pas battu le record hein, parce que pour le vase, on était 220 personnes. Bon, c'était un dimanche. Hein. Là, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit là, qui travaillaient. Bon courage. Bon courage à eux. Et puis, j'aurai le plaisir de voir leurs œuvres un petit peu plus tard, en replay. Alors là, je suis en train donc de creuser un peu en profondeur pour donner, voilà, pour pas donner un côté globuleux. Hein. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire la dernière fois. Hein. C'est pour ça que j'ai attendu qu'on a fait ce live en 2 parties. Là, avec la mirette, je travaille. Donc, vous avez une idée du coût d'une cuisson? Alors là, c'est pas cher, hein, je crois. Non, ça doit dépendre du potier. Hein. Ouais. Bah, appelez comment dire, le potier, enfin s'il cuit pour le public. Parce que le souci des associations et des potiers, c'est que bon, cuire dans un four, en principe, les potiers, ce qu'ils font, c'est qu'ils louent leur four pour une seule personne. C'est-à-dire que vous pouvez faire plusieurs pièces et puis vous amenez vos pièces à cuire. Parce que le problème, c'est que si vous avez fréquenté des associations, vous savez peut-être de quoi je parle, il peut y avoir de la casse. Parce que les élèves travaillent, et puis même sans mal travailler ou quoi que ce soit, hein, de toute façon, tant que la porte du four n'est pas ouverte, hein, on n'est jamais sûr de rien. Hein. Donc il peut y avoir des pièces qui vont exploser au four et qui vont casser les pièces des autres élèves. Et donc un potier va louer son four pour une cuisson complète. Donc tant qu'à faire, faites plusieurs pièces et puis apportez-lui les pièces. Mais bon, dans toutes les régions, il y a des potiers. Hein, si voilà, vous expliquez un peu votre cas. Et je pense qu'il n'y a pas de souci pour cuire les pièces. Je sais aussi qu'il y avait les magasins justement de fourniture, comme Solargile, Serradel, ou les cousins à Bagne. Je sais qu'il y en a un œil qui est un petit peu plus en amande, hein, un peu plus travaillé. J'essaye d'être régulière parce que je vois déjà celui-là. Qui dit si tu vides le masque demain? Je vais finir de le vider tout à l'heure. Oui, je vais le vider tout à l'heure. Là, j'ai agrandi un peu l'œil pour qu'il soit quand même régulier avec l'autre. Un petit pinceau. Il faut que la terre soit quand même assez molle pour le vider. Hein. Vous voyez, là, j'ai fait une petite rectification. Et avec mon pinceau, parce que quand mes doigts sont trop gros pour aller dans les coins, je prends un petit pinceau. Alors celui-là, il est vraiment usé, mais très pratique. La barbotine était nécessaire a priori, non? Pour les petites boules du fond, la barbotine était nécessaire. Alors, en fait, comme c'était assez mou et que j'avais mouillé la surface, j'en ai pas remis à chaque fois, j'ai juste un peu mouillé comme ça. Mais oui, il faut quand même qu'il y ait de la barbotine. Oui. Voilà. Pour être sûr d'avoir un œil à peu près semblable. Bon, j'espère que vous passez un bon moment. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup d'être avec vous. Très chouette. Et puis, j'ai hâte surtout de voir vos masques. Hein, une fois fini, là, j'espère que vous allez me partager ça sur le groupe. Hein. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe. Alors, c'est génial, ce groupe. Je suis vraiment très, très contente d'avoir créé ce groupe. C'est toujours pareil, j'avais mis un petit peu de temps pour le créer, mais alors, je ne regrette pas du tout parce que je suis bluffée par vos créations.
C'est vraiment top, hein. Et pour ceux qui n'ont pas encore partagé, allez-y, vous savez que c'est un groupe qui est là en toute bienveillance, hein. Alors il peut y avoir des critiques, mais elles sont constructives, hein. C'est pas du tout des critiques pour la critique, c'est vraiment pour que vous puissiez vous améliorer dans votre apprentissage. Voilà. Et puis vous inquiétez pas, je veille au grain, hein, pour que chacun reste dans la convivialité. Hein, vous inquiétez pas. Jusque maintenant, voilà. Bon, à part cette semaine, il y a eu un petit incident. Vous savez certainement de quoi je parle. Mais c'est normal. Plus on va être nombreux sur le groupe, et plus on aura ce genre de choses comme ça. Mais franchement, vous savez, moi je reste l'esprit léger. Et je me dis qu'on a déjà beaucoup de gratitude de pouvoir créer ce genre de groupe, de pouvoir partager tout ça. Donc je reste l'esprit vraiment léger. J'ai beaucoup de plaisir à ce que vous fassiez justement vous aussi plaisir les mains dans la terre. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je sais ce que la terre m'a apporté. Je sais ce qu'elle m'apporte encore. Et voilà, j'ai très très envie qu'il y ait de plus en plus de personnes qui fassent ça. Peut-être aussi parce que nous sommes dans un monde très virtuel et du coup c'est pas anodin, hein, de travailler la Terre, de travailler notre belle planète. Hein, nous sommes en connivence avec elle, là, hein, parce que ça c'est un morceau de notre planète. Si on s'aperçoit qu'un il ressort moins que l'autre, on peut rajouter de la terre? Oui, c'est pour ça que en surface, c'est encore assez humide, hein, et je pourrais faire des rajouts. Si je voulais rajouter, je sais pas, moi encore des boules ici et tout, il n'y a pas de problème. Donc oui, vous pourrez rajouter de la terre, bien sûr. Attendez peut-être après qu'elle rassisse un tout petit peu pour retravailler justement l'œil, la finesse de l'œil. Parce que si votre terre est un petit peu molle, vous allez avoir... ça va moins être évident. Bon voilà, ils sont pas tout à fait... mais c'est un masque, hein. C'est pas un visage, c'est un masque. Bon, on est pas mal là. Qu'est-ce qui pourrait... voilà. Ici, peut-être travailler encore un peu avec la gradine, parce que là, il y a des bosses, ça me plaît pas. Bon, c'est vraiment juste pour rester encore avec vous, hein. Voilà. J'ai bientôt terminé, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Nicole, excusez-moi, le lien du groupe c'est quoi? C'est Main dans la Terre, comme le nom du blog. Voilà, vous allez sur Main dans la Terre sur Facebook. Vous faites une demande, vous répondez, il y a un petit questionnaire, très rapide, hein, et on va répondre au questionnaire parce que j'ai beaucoup de demandes. Je ne vous cache pas que je crois qu'on pourrait être le double sur le groupe, mais bon, je ne fais pas rentrer... en fait, je veux quand même qu'il y ait un minimum d'intérêt pour la sculpture de l'argile, et si vous ne répondez pas au questionnaire, voilà, en général, je n'accepte pas parce que... Ou alors, si je vois quelqu'un... je fais ma petite enquête, hein. je vois quelqu'un qui fait déjà de la... Je vais voir son profil, je vois s'il y a de la sculpture, voilà. Mais bon, franchement, c'est rien du tout de répondre au questionnaire, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des amis, je sais que vous êtes nombreux à fréquenter des associations, des ateliers qui doivent être évidemment fermés en ce moment. Donc, n'hésitez pas à inviter vos amis aussi. Comme ça, ils seront peut-être contents de passer un petit moment créatif là, avec des choses qu'ils ou qu'elles connaissent bien. Il y a une question, combien de jours faut-il attendre pour que la terre rassisse? Alors, regardez, j'ai fait le masque dimanche. Je vais dire que ça dépend un peu de la terre. Et cette terre, elle a mis énormément de temps à rassir. Je l'ai laissé donc 4 jours. Je l'ai laissé un peu à l'air comme ça, sans aucune protection. Et donc ça dépend à nouveau de l'épaisseur. Comme je vous disais, là c'était assez épais, c'était plein. Et elle a mis du temps. Mais si vous avez une toute petite sculpture, elle va rassir très rapidement. Hein. Comment allez-vous faire ressortir les sourcils? Je pense avec la couleur. Hein, ici, là, vous voulez dire... oui, en fait, ça peut être les sourcils. Tout à fait. Je pourrais faire avec ma technique de la patine à la cire, qui est non seulement une technique, on va dire, pour patiner, c'est-à-dire pour mettre en valeur la sculpture, mais j'y ai mis, dans mon cours, j'y ai mis aussi mon savoir-faire de peintre. C'est-à-dire que j'utilise aussi les patines à la cire
en ajoutant des motifs et en accompagnant les reliefs. Alors effectivement, c'est une bonne question parce que je pourrais très bien imaginer faire le masque là assez clair et puis pourquoi pas faire un petit dégradé en partant du bord là et accentuer justement ce relief, d'où quand je dis sublimer, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là on a déjà un relief qui est naturel, mais avec la couleur, si je mettais un marron ou un ocre, une terre de sienne en dégradé, là, après je passe au blanc, ça pourrait encore accentuer justement l'effet des sourcils. Vous appelez ça des sourcils? Oui, c'est vrai, c'est des sourcils, effectivement. Il y a une question Voilà. qui est intéressante. Oui. Quand je manipule mon masque, j'ai l'impression qu'il y a une faiblesse au niveau des yeux, quand il se plie, comme s'il se pliait en séchant. Ça va-t-il se solidifier? Alors, c'est que vous avez peut-être trop creusé. Et il faut regarder l'épaisseur, parce qu'effectivement, s'il y a une faiblesse, c'est que vous avez peut-être trop creusé derrière. Hein, il faut que tout soit régulier. Il faut imaginer en fait que la paroi du masque soit vraiment régulière. Ça, c'est très, très, très important. Pour plein de raisons. Déjà, pour que le séchage se fasse de façon uniforme. Et surtout, qu'il n'y ait pas de tension au four. Parce que si vous avez des différences d'épaisseur au four, ça va créer des tensions et ça peut faire exploser votre pièce. Donc, si vous laissez, vous renforcez par en dessous, vous avez peut-être trop enlevé de terre, et vous renforcez par en dessous et vous vérifiez que tout est bien uniforme. Voilà. Il y en a qui demandait si tu ne mettais pas d'iris dans les yeux. Alors, si, allez, on peut mettre un iris si ça vous fait plaisir. Hop. Allez, hop. Ça fera un peu plus visage humain, mais bon, il n'y a pas de souci. Moi, je fais ce que vous voulez. Je pense que ça serait bien qui dit si on voulait accrocher au mur après cuisson, on pourrait créer une attache en terre ou ce serait trop lourd pour pouvoir accrocher au mur. Non, non, c'est pas trop lourd. Non, non, il suffit d'avoir une bonne accroche. Hein. Il n'y a pas de souci. Regardez, au niveau des... là, bon, je vais le vider encore un peu plus, mais vous pouvez faire ou un trou... Attendez, voilà. Ou un trou à ce niveau-là, ou alors, en fait, quand le clou, vous allez mettre votre clou au mur, et en fait, il va venir se mettre ici, quoi. Et avec le poids du masque, ça va tenir. Oh, je repose parce que c'est lourd. Mais bon, si vous voulez faire une attache un peu plus costaud, allez, on va continuer. C'est de faire un trou, hein. Oui, de faire un trou, c'est très bien. On va creuser un peu l'iris. Alors, l'essentiel dans les yeux, quand vous faites des yeux, ça c'est une règle, il faut absolument qu'ils soient réguliers et symétriques. Ça, c'est la plus grosse difficulté quand on fait des yeux, c'est ça. Donc là, je vais creuser pour lui donner un peu d'expression. Vous voyez, je creuse d'un côté, j'ai tracé l'iris, puis je creuse d'un côté. Voilà. Magique, hein? Là, c'est une bonne idée de faire l'iris. Très bien. J'accentue, hein, toujours. J'accentue en profondeur. Je pourrais même en faire encore plus profond. Il est un peu plus vivant comme ça. Bon, c'est pas mal, hein. Voilà, après on pourrait toujours en faire plus, hein. Travailler encore plus les volumes, encore plus. Ce qui est sympa avec le masque africain, c'est comme je vous disais, il y a vous pouvez imaginer des endroits pour rajouter des perles. Si par exemple j'ai des petites perles, vous avez. Ah, oui. Ça n'a pas la forme d'une sphère pour démarrer le masque. Une autre idée. Comment c'est vous avez la forme puisque ça a été à la base. Allez voir la première partie. En fait, c'est vous qui construisez la sphère. Hein. C'est pas un moule. Donc vous faites la forme que vous voulez. Mais une autre idée, ça peut être un masque carré, triangulaire, rond. Il y a tellement de possibilités. Voilà, mais c'est la base. En fait, c'est pas du tout un moule. C'est vraiment ce qu'on appelle du modelage. C'est-à-dire qu'on a créé la forme comme on voulait de départ. Donc imaginons, je disais que j'ai envie de mettre des petites perles après
évidemment, quand il sera cuit, j'ai envie de coller mes perles. Si vous me posez la question, je les collerai avec de la colle à bois. Et je pourrais imaginer faire un emplacement. Allez, on va le faire. Regardez, hop, je vais faire un petit dessin là. Ça fait un petit décor supplémentaire, oui. Vous ne faites pas de petits trous derrière après le vidage pour d'éventuelles bulles? Alors, moi, j'ai jamais trop fait ça. Voilà. Je sais qu'il y en a qui font ça avec une fourchette, donc oui, si vous voulez, hein, vous pouvez faire des trous pour aérer la terre avec une fourchette. Moi, je le fais pas. Non. Mais bon, j'ai pas vraiment rarement des soucis avec ça. Voilà, on va accentuer. Hop. Alors, vous voyez, je suis dans la création là parce que c'était pas prévu ça, mais je trouve que c'est pas mal parce que j'aurais bien envie de mettre des perles après dedans. Parce que c'est ça qui est bien, c'est que bon, après vous pouvez faire le décor que vous voulez, hein. Des perles, des plumes. Vous pouvez imaginer faire un. Alors il faut prévoir l'emplacement, mais pourquoi pas lui mettre, faire des petits trous là. Vous imaginez mettre des plumes, tiens, ça c'est une idée là, je vais faire ça. Ça c'est la créativité, hein. On commence. Et on a des tas d'idées qui arrivent par la suite. Donc là, je pourrais coller une rangée de perles. Là, donc, du coup, je pourrais continuer de faire des trous, là, de chaque côté. Là. Et j'imagine mettre des petites plumes sur ses oreilles. Toujours après cuisson, on est bien d'accord. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire encore comme dessin? Bon, après, il ne faut pas trop charger, mais bon, en même temps, je fais ce que je veux. Hein. J'aurais pu faire des traces là, comme ça, de chaque côté, mais bon, j'ai le nez qui me gêne, donc ça va pas être joli. Non, je vais laisser comme ça pour pas trop charger, hein, parce qu'il y a un gros décor là, à ce niveau-là. Donc pour terminer, je vous dis un peu les couleurs que j'imaginerai sur ce masque une fois qu'il sera cuit. Donc je verrai bien dans les tons un peu crus, la plus grosse partie, hein, blanc et cru. Ensuite, donc comme je vous disais, faire un dégradé qui partirait un petit peu comme ça, côté marron clair, marron clair, marron clair, marron clair, pour accentuer encore le relief du masque. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme couleur? J'aurais bien vu un beau rouge sur cette partie-là, quelque chose d'assez clinquant, un beau rouge par exemple, avec des perles roses ou orangées, des petites perles là, comme ça. Et puis ici par contre, alors là je l'ai vu dès d'entrée, du blanc et du noir. Voilà, toujours patine, blanc et noir à ce niveau-là. Donc ça va faire très graphique. Je suis en train de faire. J'aurais pu imaginer justement mettre des plumes aussi. Donc je vais faire un trou aussi pour la barbichette là, pourquoi pas. Allez, on va faire un trou comme ça. Vous voyez là, oui. Décor prévu patine à la cire ou en gobe? Non, patine. Je vais plus m'amuser avec la patine. Voilà, l'engobe, c'est bien, mais bon, l'engobe, je trouve qu'il prend tout son éclat avec un émail. Et voilà, non, patine, ça va être beaucoup plus sympa avec la patine. Je fais assez profond quand même. Voilà. Donc ici, je pourrais mettre un petit plumet de plumes là. Les couleurs sont-elles possibles sur la terre sans cuisson? Oui. Tout à fait, vous pouvez faire les mêmes patines à la cire avec l'argile sans cuisson. Il faut évidemment qu'elle soit bien sèche. Et après, voilà, vous passez votre cire, vos pigments et tout, de la même façon. C'est pareil. Est-ce que les trous traversent l'épaisseur du masque? Vous parlez des trous... Les perles et tout ça. Non, ça traverse pas parce que en fait, je vais coller les petites perles comme ça. Non, faut pas que ça traverse, sinon elle passerait à travers justement. Ok, voilà, alors on pourra aller plus loin. Hein. J'espère d'ailleurs que vous allez aller plus loin, que vous allez faire beaucoup d'autres choses. Et j'ai hâte déjà de voir vos masques. Oui, je sais. je sais. Alors, ma tête, voilà. Maintenant, je peux lire en direct vos questions. Donc, je vais libérer mon mari. Merci d'avoir été là pour me seconder parce que c'est quand même plus simple quand... Oh là, j'ai chaud là. Je ne sais pas si vous voyez, je suis toute rouge. La tête baissée, mais il fait chaud. Alors, pour faire la pupille, un trait plutôt qu'un rond.
Comme là, c'est pas une pupille humaine, en fait, bah, j'ai fait ce que j'ai voulu, oui. Faites vraiment ce que vous voulez. Hein. Suivez le modèle, suivez ce que je vous ai... Tu me tiens par la barbichette. Oui, c'est ça, Fabienne. Tu me tiens par la barbichette. Mais ça peut être sympa avec une petite houppette de plumes, là. J'ai des plumes de pintade. Ou si je mets, par exemple, un bandeau rouge en haut, enfin, un bandeau, ma patine rouge en haut, bah, je peux faire un petit rappel de rouge, là, sur le menton. Ça peut être vraiment joli. Merci pour ce partage. Avec plaisir, Claudine. Alors, cours de patine en ligne, eh bien, je vous invite à aller sur ma page de formation parce que là, vous avez le cours complet hein, sur les patines. Merci Améthyste, merci. Je sais que vous êtes très présente sur Main dans la Terre en ce moment, c'est très sympa. Isa, merci. Colette, c'est super de vous avoir pendant ce... Christine aussi, Pascal, merci. Oui, c'est un travail d'équipe. Je l'ai réquisitionné parce que, bah, voilà, hein. Bon, il est à la retraite, hein, donc je m'en occupe. Voilà, il peut être là pour me seconder, mais c'est très sympa de sa part, c'est vrai. Merci Denise, merci Colette, c'est super de vous avoir. J'espère que vous êtes régalés, que vous allez me faire le plaisir de partager, oui, vos masques. Hein. Si vous faites pas partie des abonnés du blog, merci pour les petits cœurs, c'est trop mignon. Si vous ne faites pas partie des abonnés du blog, je vous invite à recevoir votre livre. Hein, c'est facile, vous cliquez sur le lien qu'il y aura dans la description. Vous allez en haut, vous verrez souvent des publications avec le lien où vous allez sur maindansla-terre.com et vous allez voir tout le contenu que j'offre sur la chaîne YouTube aussi. Hein, vous avez déjà beaucoup de choses. Merci Marie, merci Claudine, Michel, c'est trop sympa. Oui, à bientôt. Alors, écoutez, je sais pas, une boîte, oui, il faut que je réfléchisse. Hein. C'était une personne qui m'avait donné l'idée du masque, j'avais trouvé ça super. Et la boîte, ouais, c'est sympa parce que la boîte, on peut en faire de plein de façons différentes. Il faut que je réfléchisse à ça. Merci pour les petits mots gentils, ça me touche beaucoup, vraiment. Mais je crois de partager nos savoirs. Je suis sûre que vous-même, vous avez des savoirs ordinaires. N'hésitez pas à les partager. Nous sommes vraiment aujourd'hui dans un monde de partage. Donc, c'est en ça que je crois. Donc, c'est pour ça que je suis avec vous, là, en ce moment. C'est vraiment génial. Le blog est différent du groupe. Oui, en fait, le groupe... c'est des partages principalement de vos créations, alors que le blog, c'est en fait mon expérience à travers des articles, beaucoup de tutoriels aussi. Voilà, donc oui, c'est différent, bien sûr. Vous avez beaucoup de choses techniques, on va dire, sur le blog. Hein. Beaucoup de choses qui vont vous aider. Toutes les questions que vous m'avez posées là, vous trouverez les réponses dans le blog, ça c'est sûr. Hein. Allez lire les articles, allez regarder. Il y a vraiment des choses intéressantes à découvrir en tout cas parce que si vous mettez les mains dans la terre comme ça, vous vous lancez, si vous débutez, vous risquez d'avoir des déconvenues parce que, comme je vous disais, la terre c'est vivant. Hein, donc il y a des choses à connaître, c'est comme ça, il y a des règles de base à savoir. Et déjà dans le livre que je vous offre, il y en a beaucoup, mais sur le blog, il y a encore plein de choses. Voilà. Merci Muriel, c'est super. Bon, je vais vous laisser. Donc, vous retrouvez très bientôt le replay sur YouTube, il n'y a pas de souci. Et puis, n'hésitez pas donc, à m'écrire, à m'envoyer des mails. J'essaye de répondre à tout le monde. Merci Pascal. Il est vraiment très enrichissant, le blog, une mine d'explications. Merci. J'y mets beaucoup de temps, beaucoup de mon cœur. C'est ma passion. Alors, les gens passionnés... On a plaisir à partager, mais voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de travail et c'est une petite récréation là avec vous. Donc, c'est très chouette. Bon, je vous embrasse fort et à bientôt pour un nouveau direct. Hein. Faites-vous plaisir, les mains dans la terre. Bye bye.